Elle avait seulement 17 ans, et pourtant, c'est dans le silence d'un après-midi apparemment ordinaire qu'Anna Nev a cessé de respirer, terrassée par un gâteau empoisonné livré à son domicile. Une bouchée, puis le drame. Un acte d'une cruauté glaciale, orchestré depuis l'intérieur même de son cercle intime. Deux adolescentes inséparables, des liens tissés dans l'insouciance. Jusqu'au jour où l'amitié s'est muée en obsession et que sa meilleure amie est devenue le principal suspect de son empoisonnement. Alors comment une relation aussi banale en apparence peut-elle basculer dans l'horreur? Qu'est-ce qui a poussé une jeune fille à mettre fin à la vie de celle qu'elle appelait encore « sœur » ? S'agit-il d'une jalousie dévorante? D'un besoin de contrôle? Dans cette enquête, nous allons retracer les dernières semaines d'Anna, découvrir les signes avant-coureurs, comprendre la personnalité du suspect, et explorer les rouages psychologiques d'un crime commis dans l'ombre de l'adolescence. Bienvenue dans Ombre des faits. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Voici l'histoire d'Anna Nev. Itapecerica, paisible commune nichée au nord de l'état de Sao Paulo, et de ces villes qu'on traverse sans s'arrêter. Avec à peine 22 000 habitants, elle semble figée dans une routine sans éclat, où le tumulte du monde paraît bien lointain. Et pourtant, c'est dans ce décor sans histoire que s'est noué l'un des drames les plus glaçants de l'année 2025. Carmen était une adolescente discrète, effacée, presque invisible aux yeux de ses camarades. Peu portée vers les groupes bruyants, elle trouvait son équilibre dans une relation fusionnelle avec une autre élève de son école, Anna Nev. 17 ans à peine, Anna était elle aussi connue pour sa douceur et sa réserve. Scolarisée au lycée Raul Batista des Oliveira, elle fréquentait un petit cercle d'amis dont la plupart préféraient passer inaperçus. Ensemble, Carmen et Anna semblaient inséparables. On les voyait souvent à la sortie des cours, se partageant des pauses déjeuner sous le même banc, ou marchant côte à côte dans les couloirs du lycée. Les soirées pyjama chez Anna devenaient des rituels réguliers, vécus dans le cocon rassurant de son foyer familial. Aux yeux de tous, leur amitié était sincère, solide, presque fraternelle. Mais ce lien, en apparence sans faille, recelait une fragilité invisible. Carmen, dans le secret de son esprit, se trouvait chaque jour un peu plus confrontée à un miroir qu'elle ne supportait plus. Elle admirait Anna, mais cette admiration commença à se teinter d'amertume. Carmen ne se voyait pas à la hauteur. Face à la simplicité lumineuse d'Anna, elle se sentait terne, maladroite, en marge. Chaque sourire partagé devenait une épreuve silencieuse. Chaque geste de gentillesse, un rappel de ce qu'elle n'était pas et progressivement, quelque chose se fissure. Une insécurité profonde s'installe chez Carmen, faite d'autocomparaison constante, d'un sentiment d'infériorité nourri par le quotidien. Anna, bien malgré elle, devient le catalyseur de ce malaise. Sa présence suffit à raviver chez Carmen une douleur qu'elle n'arrive plus à contenir. Et dans le silence de son mal-être, Carmen commence à glisser. Elle ne le montre pas, rien ne laisse deviner l'ampleur du trouble. Mais en elle, se forme lentement une spirale émotionnelle faite de jalousie, de ressentiment et de colère retenue. Carmen ne se confie à personne. Elle garde tout pour elle, laissant les sentiments s'installer comme une vérité alternative. Et ce qui fut un lien d'amitié se transforme, sans retour possible, en une obsession intime. Une obsession qui, bientôt, va la mener à concevoir l'irréparable. Le vendredi 30 mars 2025, la nuit tombe doucement sur la ville tranquille d'Itapechera lorsque la famille Nev est confrontée à un événement en apparence insignifiant. Vers 17h30, un livreur dépose un petit colis devant leur porte. À l'intérieur, un gâteau présenté dans une boîte transparente. L'homme ne donne aucune explication, livre sans commentaire, puis s'éloigne rapidement. Anna Nev, encore absente au moment des faits, n'est pas là pour réceptionner le paquet. C'est sa jeune sœur, seule à la maison, qui récupère la livraison. Intriguée mais sans inquiétude, la sœur pense qu'il s'agit d'un geste gentil, peut-être venant d'un proche ou d'une amie. Rien ne laisse présager une menace. Aux alentours de 18h15, Anna rentre chez elle après sa journée de cours. Fidèle à sa nature calme et posée, elle salue les membres de sa famille, avant que sa sœur ne lui présente le gâteau avec enthousiasme. Ce qui retient immédiatement l'attention d'Anna, c'est la petite note manuscrite accompagnant le dessert. Soigneusement pliée, elle suggère une intention personnelle. L'étudiante croit à une déclaration discrète, d'un admirateur anonyme ayant voulu marquer son attention. L'idée la touche et la fait sourire. Elle décide même d'en garder une trace en prenant une photo du cadeau et du mot avec son téléphone, envisageant de le partager plus tard avec ses amis. Pour elle, ce gâteau est une douce surprise dans une journée ordinaire. Sans soupçon ni hésitation, elle commence à le déguster. La texture est agréable, le goût sucré. Rien d'alarmant. Assise dans la cuisine, Anna savoure chaque bouchée, loin de s'imaginer que cet instant va déclencher une descente aux enfers. Moins d'une heure plus tard, les premiers symptômes apparaissent. Des crampes abdominales violentes qu'elle attribue d'abord à une indigestion. Mais très vite, les douleurs se font plus intenses,
révélant que ce gâteau n'était pas un simple présent, mais le déclencheur d'un piège soigneusement orchestré. L'enquête ouverte après la mort tragique d'Anna Neff prend rapidement une tournure inquiétante. La piste du gâteau empoisonné, d'abord simple intuition, devient centrale dans les investigations. À partir du témoignage de la famille et des éléments récupérés, les autorités remontent la chaîne de distribution du dessert. Le gâteau avait été préparé dans une pâtisserie locale, Menina Trufa, bien connue à Itapchra pour ses spécialités artisanales. La propriétaire, Josieli Francha, coopère pleinement avec la police. Elle confirme qu'une commande correspondant à la description a bien été passée le 30 mars. Mais un détail trouble les enquêteurs, la commande a été effectuée anonymement via une plateforme de livraison externe, sans contact direct avec le client. Le gâteau a ensuite été confié à un livreur indépendant recruté par messagerie. À ce stade, l'identité du commanditaire reste inconnue. Pour percer ce mystère, les enquêteurs se tournent vers la plateforme utilisée pour la commande. Grâce à des démarches techniques et administratives, ils parviennent à retrouver des traces numériques. Et c'est là qu'un nom surgit, celui d'un jeune homme connu dans l'environnement d'Anna, Diego Mata, 19 ans, ancien camarade de classe, discret et effacé. Les registres montrent qu'il a utilisé un pseudonyme pour passer la commande. Il a payé en crypto-monnaie, renforçant sa volonté de rester dans l'ombre. Interpellé par les enquêteurs, Diego est placé en garde à vue. Lors de l'interrogatoire, ses réponses sont hésitantes, mais les preuves techniques s'accumulent. Finalement, confronté aux faits, il reconnaît avoir organisé l'envoi du gâteau. L'enquête toxicologique révèle la présence d'une substance interdite dans le dessert, un poison lent, difficile à détecter, mais capable de provoquer une intoxication sévère et un arrêt cardiaque si non traité à temps. Les raisons de son acte sont tout aussi troublantes que le geste lui-même. Selon les résultats de l'enquête psychologique, Diego nourrissait depuis plusieurs mois une obsession envers Anna. Rejeté à plusieurs reprises, humilié lors d'une fête scolaire selon ses dires, il aurait accumulé rancœur et frustration. Son geste, loin d'être spontané, aurait été mûrement réfléchi, planifié pour atteindre celle qu'il considérait comme responsable de son mal-être. Après la confession glaçante de Carmen, les éléments réunis par l'enquête ne laissent place à aucun doute. Elle est immédiatement placée en garde à vue puis transférée au centre de détention de Itapchra dans l'attente de sa mise en examen. Le procureur de la République lance une procédure pour homicide volontaire avec préméditation, aggravée par l'usage de substances toxiques. Son acte ne relève ni d'un geste impulsif ni d'un accident, il s'agit d'un assassinat soigneusement planifié. Les auditions se succèdent, les enquêteurs révèlent que la jeune fille avait mené des recherches détaillées sur la toxicité de l'arsenic, sur les dosages létaux, et sur les moyens d'effacer ses traces numériques. Elle avait utilisé un VPN pour dissimuler sa connexion, payer le poison avec une carte virtuelle, et effacer les historiques de son téléphone. Tout indique une véritable stratégie criminelle. Le parquet étend également la procédure aux faits antérieurs, la tentative d'empoisonnement sur une autre élève le 15 mai. Bien que cette victime ait survécu, son cas est réévalué à la lumière des nouvelles révélations. Carmen est donc poursuivie pour assassinat sur Anna Neff et tentative d'assassinat sur la seconde victime. Les deux actes partagent un mode opératoire identique. Un gâteau livré anonymement, une note manuscrite, une substance mortelle dissimulée dans une pâtisserie maison. Le drame suscite une émotion nationale. Dans tout le pays, les médias relaient les faits. Des débats s'ouvrent sur la responsabilité pénale des adolescents, sur la banalisation du mal, sur les signaux ignorés. La disparition brutale d'Anna Neff a secoué bien au-delà des murs de son foyer. Elle a révélé l'existence d'une douleur sourde, de rivalités invisibles, de blessures internes que personne n'avait vu venir. Un geste calculé, caché derrière un sourire d'amitié, a montré que parfois, les menaces les plus dangereuses viennent des endroits que l'on croit les plus sûrs. Le geste de Carmen, cruel et méthodique, interroge. Comment une adolescente, scolarisée, entourée, peut en venir à concevoir une vengeance aussi froide ? Cette affaire soulève une question essentielle sur la santé mentale des jeunes, sur l'importance de repérer les signaux faibles, les frustrations qui s'accumulent dans le silence. Il y a aussi l'ombre de la responsabilité collective, celle de l'école, des proches, de la société. Peut-on détecter plus tôt les dérives ? Peut-on offrir des espaces d'écoute et de parole aux adolescents qui se sentent invisibles ? Peut-on éviter que la jalousie devienne poison ? Ce drame rappelle que la vigilance ne suffit pas toujours, mais que la mémoire, elle, peut survivre à l'horreur. Anna n'est plus là, mais son nom demeure. Dans les cœurs, sur les murs de son école, et dans les mots de son père qui refuse que sa lumière s'éteigne. Son histoire, aussi déchirante soit-elle, devient une mise en garde, une invitation à mieux comprendre, à mieux protéger, et à ne jamais banaliser la douleur cachée derrière les sourires. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. L'avez-vous trouvée intéressante ? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et à bientôt pour un nouvel épisode.